Salut mes aficionados, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Max Brief, votre débrief préféré qui analyse, décortique, décrypte l'actualité du football, les grands championnats, les grandes compétitions, le football africain, mais aussi des sujets de société et de gouvernance qui tournent autour du football. Les deux derniers quarts de finale ont juste été époustouflants. On en parle dans ce Max Brief, le Maroc-Portugal et le France-Angleterre, avec une approche un peu spéciale parce que je vais faire deux focus, un focus sur chaque match. Il y a tellement de choses à dire, mais surtout parce qu'on est à un stade de la compétition où, notamment pour le Maroc, il y a déjà beaucoup de choses que j'ai développées autour de cette équipe et aussi sur l'équipe de France. Donc, je vais faire deux focus sur les deux matchs. On en parle tout de suite. Oui, discipline tactique. C'est ça mon focus sur ce Maroc-Portugal. Sur le Portugal, il n'y a pas grand-chose à dire. Vraiment, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et c'est justement ça qui me permet, qui m'inspire moi, ce focus sur la discipline tactique du Maroc. Il explique pourquoi est-ce que le Maroc se retrouve à ce stade de la compétition. Vous savez, il y a une opinion générale entretenue sur les équipes africaines, sur le fait qu'elles sont surtout faites de physique, d'engagement, de capacité athlétique. Souvent, on va vous distinguer les équipes d'Afrique subsaharienne et les équipes maghrébines. On va souvent laisser entendre que les équipes maghrébines seraient un peu plus techniques, les équipes d'Afrique subsaharienne ou entre guillemets Afrique noire sont un peu plus athlétiques. C'est beaucoup de clichés qui ne sont pas souvent fondés. Le football, ça reste quelque chose d'universel et la meilleure façon de le pratiquer est accessible à tout le monde. Ce que le Maroc a fait contre le Portugal, c'était exceptionnel. Et pour vous aider à le comprendre de la façon dont je l'ai vu, ce que j'aime dire, c'est qu'il ne suffit pas d'être à 10 dans son camp pour bien défendre. Parce qu'on dit souvent qu'une équipe a gagné le match ou bien elle a conservé son avantage parce que tout le monde est rentré derrière. Et il y a une expression populaire dans ce sens, on dit que vous avez mis le bus devant le but. Ça ne suffit pas. Il faut avoir une discipline, il faut avoir une maîtrise des fondamentaux défensifs. Il y a des équipes qui se mettent à 10 derrière, à la fin elles prennent 3 buts, 4 buts, 2 buts. Ça ne suffit pas, le nombre ne suffit pas. Et donc ce qu'on a vu contre le Portugal et que le Maroc a fait, c'est du très haut niveau. C'est du niveau des meilleurs matchs qu'on voit en Coupe du Monde. Des meilleures équipes. Et ça se voit rarement. C'est du niveau des meilleurs matchs de Ligue des Champions où vous voyez une équipe défensivement contenir son adversaire et son adversaire est tout simplement dépassé. Il tente tout ce qu'il peut, mais ça ne passe pas. Et c'est ce que le Maroc a déroulé. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les fondamentaux? Le pressing en bloc. C'est-à-dire qu'on voit les trois lignes. La première ligne offensive des attaquants, la ligne du milieu de terrain et la ligne défensive se synchroniser de façon exceptionnelle. La première ligne fait toujours le premier pressing. Et si elle n'a pas récupéré le ballon et que le ballon l'a dépassé, elle fait son repli pour venir créer du surnombre avec la ligne du milieu de terrain. Et la ligne du milieu de terrain va faire la même chose si le ballon l'a dépassé, pour aller créer du surnombre avec la ligne défensive. Le Maroc l'a fait à la perfection. Les permutations de rôle dans le pressing. Si je suis attaquant au milieu de terrain, notamment au milieu de terrain et défenseur, parce que ces deux lignes sont plus décisives dans le bloc défensif. Donc, si un milieu de terrain dézone pour aller faire un pressing un peu plus haut, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que vous allez voir qu'un joueur marocain vient systématiquement boucher le trou. Ça fait qu'il n'y a pas d'espace. Le resserrement des lignes aussi, la position des joueurs, ils ont laissé très peu d'espace
de sorte que les Portugais n'ont pas pu développer des passes qui cassent les lignes. Parce que les Marocains, dans leur positionnement, ils savaient se rapprocher, ils savaient resserrer. Et quand on resserre donc, ce qui est fondamental dans la discipline tactique défensive, c'est de coulisser. On coulisse. Si les Portugais sont sur le côté gauche, le bloc coulisse sur le côté gauche, ainsi de suite sur le côté droit. Et on reste resserré. Donc, il y a très peu de failles. Donc, et ce qui est impressionnant, c'est que il y a beaucoup d'équipes qui peuvent le faire pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, ou même 45 minutes. Et puis après, déconcentration, elles se prennent un but. Le Maroc a réussi à le faire pendant 100 minutes avec le même niveau de concentration, le même niveau de rigueur. Et c'est tout simplement, c'était une masterclass. Il faut revoir ce match posément pour se rendre compte de la performance tactique du Maroc. Et ça ressemble quasiment à ce qu'ils ont fait contre l'Espagne. Donc ça montre aussi la force de cette équipe. Être capable de le faire sur plusieurs matchs, notamment sur des matchs décisifs comme ça, huitième de finale, quart de finale, c'est exceptionnel. Et ça ne se résume pas qu'à ça. En première mi-temps, le Maroc a été très fort à ressortir le ballon. Ils ont eu une justesse technique exceptionnelle, surtout sur les 25 premières minutes. Et ils ont su, parce qu'ils ressortaient bien le ballon, c'est ça qui a fait qu'ils ont pu se créer des occasions de but et finalement ils ont marqué. Et derrière, et c'est là où je dis que ce Maroc a un plan de jeu, une stratégie et il se prépare à la perfection. Le Cameroun, par exemple, quart de finale 90, ils ont mené l'Angleterre. Le Ghana, alors je n'ai pas vérifié malheureusement avant de commencer s'ils avaient mené l'Uruguay ou pas. Mais bon, ce n'est pas le plus important. Mais ce que je vais dire, c'est que ce que le Maroc a compris une fois qu'ils ont marqué, c'est qu'ils n'avaient peut-être pas les possibilités d'en mettre un deuxième, un troisième au Portugal. Et donc, à ce moment-là, ils ont compris que il valait mieux conserver ce but. S'ils pouvaient en marquer un deuxième, ils auraient marqué. Mais ils ont compris que le plus important, c'est qu'on a déjà un avantage et on doit tout faire pour le conserver. Et ils ont fait ce qu'ils font à la perfection, cette discipline tactique. Voilà, je peux en parler pendant des heures tellement c'était beau, c'était... Voilà, et bravo, bravo, bravo le Maroc, vraiment. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé ce France-Angleterre intense. Il n'était pas exceptionnel dans le jeu. De toute façon, si vous regardez bien, quand vous regardez l'ensemble des quarts de finale, on atteint un niveau d'enjeu dans la compétition où c'est difficile de voir des matchs qui sont exceptionnels au niveau du jeu. C'est parce que l'enjeu devient tellement important que chaque équipe aborde ce type de match avec beaucoup de retenue, beaucoup de prudence. Donc, ce n'est pas des matchs où il faut s'attendre forcément à ce que ce soit explosif du début à la fin. Il peut y avoir quelques phases voilà, qui sont vraiment spectaculaires, mais c'est des matchs de... Voilà, l'enjeu prend très souvent le dessus sur le jeu. Mais ce France-Angleterre était intense parce que voilà, c'est quasiment un derby du foot européen. Donc, il y avait toute cette atmosphère autour de ce match et je pense que ça s'est ressenti. Moi, j'ai dit que ça ressemblait à un match de boxe parce que voilà, on a l'impression que à chaque action, chaque équipe allait donner le coup KO à son adversaire. Donc, moi, j'ai vraiment vécu ce match avec beaucoup d'intensité. Et donc, moi, mon focus sur ce match, c'est l'Angleterre. J'ai fait des max briefs sur les deux équipes, notamment sur la France. J'ai déjà beaucoup parlé de la qualité de cette équipe. On l'a encore vu, notamment Antoine Griezmann. J'avais décrit dans un des premiers max briefs que j'ai fait sur la France comment il était devenu important dans cet effectif. Je ne vais pas revenir dessus, le but de Giroud, voilà. Mon focus sur ce match, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, alors, c'est, et là, je n'ai pas vérifié, mais ça doit être la seule équipe, rendez-vous compte, dans tous les sélectionnés anglais, il n'y a qu'un seul joueur, Bellingham, qui ne joue pas en Angleterre. Tout le reste des joueurs de cette sélection jouent en Angleterre. C'est quand même l'une des confirmations que c'est l'un des meilleurs championnats du monde aujourd'hui. Le meilleur pour certains, la Première Ligue. Mais le paradoxe donc de tout ça, c'est que l'Angleterre ne gagne pas au haut niveau.
Alors, ils ont été champions du monde en 1966. Bon, ça commence à dater d'ailleurs. Moi, je m'amuse souvent à dire qu'il va peut-être falloir qu'à un moment donné, on commence à séparer les statistiques par époque. Parce que bon, l'Uruguay va vous dire qu'ils ont 2 Coupes du Monde. Mais bon, ça fait un certain moment qu'ils n'en ont pas gagné. Bon, ok, l'Angleterre a été champion du monde en 1966. Ils n'ont rien gagné depuis. Pas de Coupe du Monde, pas d'euro. Ils n'ont jamais gagné l'euro et ils n'ont pas gagné de Coupe du Monde depuis 1966. C'est une équipe qui a profondément un problème avec la gagne, avec la finition, avec les derniers instants avant la victoire finale. Ils ont un problème. Prenons seulement, allez, les 2 cas récents. L'Angleterre a reçu en 2021 l'euro chez elle. Alors ça se joue dans d'autres pays, mais la finale notamment s'est jouée en Angleterre. Et on a vu aussi comment ils ont craqué sur les pénaltys. Voilà, c'était quand même raté autant de pénaltys sur une finale. Et ce n'est pas la première fois que ça leur arrive. Les Anglais ont d'ailleurs la réputation, malheureusement, entre guillemets, d'être des losers dans ces moments de compétition et notamment sur les pénaltys. Coupe du Monde 2018 aussi, pour ceux qui s'en rappellent, demi-finale Angleterre-Croatie. L'Angleterre mène 1-0, elle domine quasiment le match, elle peut même mener 2-0, ceux qui se souviennent. Harry Kane a un face-à-face sur son pied droit, son meilleur pied, qu'il doit tout simplement voilà, ajuster. Il ne le fait pas. La Croatie finit par gagner ce match 2-1. Et, allez, le match France-Angleterre aurait pu basculer dans les 2 sens. Mais là encore, ce penalty d'Harry Kane, moi, je veux dire, quand j'ai regardé ça, je suis tombé de mon fauteuil. Je me suis dit, mais pourquoi tu essayes d'inventer quelque chose? Je veux dire, Harry Kane tire régulièrement des penaltys et on sait plus ou moins comment il tire. En plus, il en a déjà marqué un pendant le match. Alors, beaucoup d'experts disent que c'est plus difficile d'en mettre un deuxième qu'on en a marqué un premier. Allez, soi-disant, je leur conseille. Mais ce que je trouve aberrant, et ça s'est vu avant qu'il ne tire, c'est qu'il a trop réfléchi. Pourquoi un joueur de ta dimension? Mais fais juste ce que tu sais faire et sur tes acquis. Un bon fouetté de ton pied droit bien croisé. Après, si Hugo Lloris le prend par une belle parade, pas de problème. Hugo Lloris a fait un bel arrêt. Mais rater un penalty de cette façon, dans un match de ce niveau, finalement, c'est tout ce qu'on retient. Et ça symbolise encore fondamentalement l'incapacité des Anglais à gérer les moments décisifs dans les grandes compétitions et les grands matchs. Et j'ai presque envie de rejoindre ceux qui disent que c'est une malédiction. Parce que si vous refaites l'historique, c'est juste un livre d'horreur pour l'équipe de football d'Angleterre. Voilà, moi c'était ça mon focus sur ce quart de finale France-Angleterre. C'est une Angleterre qui n'y arrive pas et toujours avec des scénarios rocambolesques. Angleterre, il va falloir résoudre ça à un moment donné. Mes chers aficionados, j'espère que vous avez apprécié ce Max Brief et surtout, merci de l'avoir regardé. Je suis curieux d'avoir aussi vos avis. Alors n'hésitez pas à les partager en commentaire et poursuivons ensemble ce débat passionnant sur l'ensemble des sujets que j'ai évoqués. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner aux pages Maxime en parle sur Facebook et sur YouTube. Alors à très vite pour un nouveau numéro du Max Brief. Ciao!